Les États-Unis vont interrompre certaines livraisons de missiles de défense aérienne et d'autres armes promises à l'Ukraine, a déclaré la Maison-Blanche, un véritable coup dur pour Kiev. Dans une interview accordée à Euronews, le commissaire européen chargé du climat, Wopke Hoekstra, défend la stratégie consistant à payer d'autres pays pour réduire les émissions de carbone de l'Europe. Face aux pressions du président américain, l'UE fera-t-elle des concessions aux géants du numérique pour apaiser la guerre commerciale ? Les États-Unis vont interrompre les livraisons de certains missiles de défense aérienne et d'autres armes promises à l'Ukraine, a déclaré la Maison-Blanche ce mardi. Une décision prise par l'administration Trump qui a émis des inquiétudes concernant le niveau de ses propres stocks. Certaines de ces munitions avaient été promises sous l'administration Biden. Avant d'annoncer l'interruption de ces livraisons dont Moscou s'est félicité, Washington avait insisté à plusieurs reprises pour que les Alliés fournissent des systèmes de défense aérienne à l'Ukraine. Le chancelier allemand Friedrich Merz a déjà étudié la possibilité d'envoyer des missiles de croisière Taurus à l'Ukraine, mais a souligné que son pays ne participerait pas à la guerre. Il a également indiqué que ce même principe s'appliquait aux missiles de croisière déjà fournis par le Royaume-Uni et la France. Cette décision est un véritable coup dur pour Kiev, qui a appelé à maintenir un soutien militaire constant alors que la Russie intensifie ses frappes en Ukraine. Près de 5500 drones ont été lancés par Moscou au cours du seul mois de juin, ce qui représente une augmentation significative par rapport au mois précédent. L'Iran a officiellement suspendu sa coopération avec l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'organe de surveillance nucléaire de l'ONU. Ce mercredi, le président Massoud Pezeshkian a promulgué le projet de loi voté massivement par le Parlement la semaine passée. Pour l'AIEA, les conséquences d'une telle décision ne sont pas encore connues, mais cela pourrait signifier que l'organe de l'ONU ne puisse plus vérifier et contrôler le programme nucléaire iranien. Pourtant, la coopération avec l'AIEA est une obligation, l'Iran étant signataire du traité de non-prolifération. Mais Téhéran l'assure, la suspension restera en vigueur tant que la sécurité des installations nucléaires iraniennes ne sera pas assurée. Cette décision fait suite aux nombreuses frappes israéliennes et américaines qui ont touché les principales installations nucléaires iraniennes. Cette annonce est scandaleuse et contraire aux engagements internationaux, a réagi Israël, seul pays de la région à posséder l'arme atomique, mais qui refuse que l'AIEA ait accès à ces installations. Dimanche, Donald Trump a déclaré que les sanctions à l'encontre de l'Iran pourraient être levées si le pays acceptait de revenir à la table des négociations, une option que n'a pas écartée Téhéran. De son côté, l'Iran a toujours affirmé que son programme nucléaire était destiné à des fins pacifiques. Le nouveau centre d'immigration du président américain Donald Trump en Floride pourrait accueillir ses premiers détenus. Cette annonce fait suite à la visite du centre baptisé Alligator Alcatraz par le président, au cours de laquelle il a plaisanté sur le fait que les détenus se feraient attraper par des serpents et des alligators s'ils tentaient de s'en échapper. We're going to teach them how to run away from an alligator, okay? If they escape prison, how to run away. Don't run in a straight line. Run like this. And you know what? Your chances go up about 1%. Okay? Not a good thing. Les partisans de l'installation y voient une solution innovante et économique pour permettre au gouvernement fédéral de lancer le plan de déportation massive des immigrants illégaux voulu par Donald Trump. Érigée en à peine 8 jours, la structure a été surnommée Alligator Alcatraz en clin d'œil aux marais infestés de bestioles qui l'entourent. Le camp est construit tout proche d'une piste d'envol qui devrait permettre de renvoyer les clandestins dans leur pays. Pendant que Donald Trump faisait le tour du propriétaire, des manifestants rassemblés à l'extérieur dénonçaient un camp de fortune inhumain. De leur côté, les républicains de Floride surfent sans scrupule sur la vague en vendant des t-shirts et des koozies à bière floqués du nom du centre. Pour accélérer les procédures, le gouverneur Ron DeSantis a même proposé de nommer des membres de la garde nationale comme juges de l'immigration. Le centre peut déjà accueillir 3000 personnes dans des dortoirs et un deuxième est en cours de construction. L'Union européenne veut adopter une position ferme avec les autorités libyennes face à un pic d'immigration clandestine en Méditerranée. Le commissaire européen aux migrations, Magnus Brunner, prévoit de se rendre en Libye la semaine prochaine avec des représentants grecs, italiens et maltais. Cette visite diplomatique vise à faire pression sur les autorités libyennes pour qu'elles empêchent les bateaux transportant des migrants de partir vers l'Europe. Magnus Brunner indique que la délégation rencontrera à la fois le gouvernement reconnu par les Nations Unies dans l'ouest du pays ainsi que l'autorité rivale dans l'est, dirigée par le chef de guerre Khalifa Haftar.
Le pays est en proie à une violente lutte de pouvoir depuis la chute du dictateur Muammar Kadhafi en 2011, dans le cadre des soulèvements du printemps arabe. Les affrontements sont depuis fréquents entre les administrations rivales de l'Est et de l'Ouest, les deux camps étant soutenus par des groupes armés et des gouvernements étrangers. De graves violations des droits de l'homme, y compris des cas de torture, ont été largement documentés dans le pays. Une situation qui a contribué à une vague massive d'émigration. Selon les Nations Unies, des dizaines de milliers de personnes traversent chaque année la Méditerranée depuis la Libye. Un voyage beaucoup plus dangereux que la route plus fréquemment utilisée entre la Turquie et les îles grecques voisines. Wopke Hoekstra, le commissaire européen chargé du climat, défend sa stratégie présentée pour atteindre une réduction de 90% des émissions de CO2 d'ici à 2040. Dans une interview accordée à Euronews, il explique sa position sur l'octroi de crédits carbone selon lesquels les pays de l'UE paient d'autres pays pour qu'ils réduisent leurs émissions. Cependant, les critiques remettent en question la fiabilité et l'équité de ce plan, d'autant plus que les États membres confient leurs responsabilités en matière d'émissions de carbone à des pays en développement. In this hugely complicated geopolitical world, there is a lot of value also for us in building more bridges with our friends in Africa and Latin America. They often lack the capital, they often lack the opportunity. Le commissaire européen justifie également la mesure par la nécessité de réduire les émissions de carbone tout en conciliant la compétitivité. Ses détracteurs affirment que la Commission s'attaque aux dispositions de l'accord vert de l'UE. Hoekstra affirme qu'il peut faire les deux. There is some sort of a discrepancy between on the one hand economic growth and on the other hand climate action. And our job is to make sure that we continue with climate action, but do so in a way that works for our people, works for our companies and works for our economy. L'objectif fixé pour 2040 constitue une étape intermédiaire vers la neutralité carbone visée à l'horizon 2050. Face aux pressions de Donald Trump, l'UE fera-t-elle des concessions aux géants du numérique pour apaiser la guerre commerciale ? Une marche arrière qui ne serait pas soutenue par les citoyens selon un récent sondage. En Espagne, en Allemagne et en France, près de 2/3 des personnes interrogées estiment que l'Union européenne doit continuer à réguler les géants du numérique, même si cela endommage les relations avec Donald Trump. Toutefois, près de la moitié des sondés considèrent que les grandes entreprises technologiques comme Meta ou Google ont plus de pouvoir que l'Union européenne. Ce sondage est publié dans un contexte de forte tension entre l'UE et les États-Unis, alors que la suspension des droits de douane réciproques annoncée par Donald Trump doit prendre fin le 9 juillet. Les négociations commerciales sont en cours. Essentially, there has been a big discussion on how the EU could retaliate against a scenario where Trump keeps a high level of tariffs on critical goods or generally in the EU. And one of the potential kind of like cards or assets that the EU has at its hands is digital services taxes because of the very high presence of big tech companies in the European market. Dans le viseur du président américain, la loi sur les marchés numériques, ou DMA, la loi sur les services numériques, ou DSA, et la loi sur l'intelligence artificielle. Ces textes visent à lutter contre la concurrence déloyale et la désinformation, ou encore protéger les données. De son côté, la Commission européenne a assuré à multiples reprises que sa feuille de route sur le numérique était non négociable. La Confédération générale des travailleurs de Grèce s'insurge face à la proposition du ministère du Travail grec de prolonger les heures de travail jusqu'à 13 heures par jour pour le même employeur. Jusqu'ici, la pratique n'était autorisée qu'avec plusieurs patrons. Les représentants des travailleurs affirment que le gouvernement grec tente de consolider une pratique qui épuisera les employés tant physiquement que mentalement, sans pour autant contribuer à la productivité de l'économie grecque. Εσείς ξυπνάτε το πρωί, πηγαίνετε 8 ώρα το πρωί στη δουλειά σας και δουλεύετε συνεχώς έως τις 9 το βράδυ. Αυτό είναι βιώσιμο. Είναι βιώσιμο για την παραγωγικότητά σας. Είναι βιώσιμο για την υγεία σας. Είναι βιώσιμο για τη συμφιλίωση της οικογενειακής σας, της προσωπικής σας και των άλλων υποχρεώσεών σας. Εμείς θεωρούμε ότι δεν είναι βιώσιμο. Οι χώρες που έχουν τη μεγαλύτερη παραγωγικότητα, όπως είναι η Δανία, η Φιλανδία, η Γερμανία, είναι οι χώρες που έχουν τον μικρότερο χρόνο εργασίας. Le ministère grec répond que l'objectif est de soutenir les secteurs critiques de l'économie grecque,
tels que la restauration et le tourisme qui peinent à pourvoir des emplois. Σε μια αγορά εργασίας που έχει ελλείψεις εργατικού δυναμικού, προσπαθούμε να προσαρμοστούμε, ούτως ώστε να ανταποκριθούμε ακόμα καλύτερα σαν εργασιακό πλαίσιο στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας. Ευχής έργων είναι να υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις και αν προβλέπουν ευνοϊκότερους όρους, θα επικρατήσουν αυτοί υπέρ των εργαζομένων. Selon l'enquête Carrière et Candidats 2024 menée par l'Université d'économie et de commerce d'Athènes, l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle est pourtant l'une des principales préoccupations des travailleurs en Grèce, en particulier des jeunes. Il arrive toutefois en troisième position dans la question sur les principaux facteurs du choix d'un employeur, après le salaire et la sécurité de l'emploi. Το έβριμα αυτής της έρευνας όσον αφορά το τι κρατάει και τι φέρνει τους εργαζόμενους σε μια εταιρεία, ότι ίσως το πιο σημαντικό από όλα είναι το κομμάτι των απολαβών, δεν είναι έκπληξη, λαμβάνοντας υπόψη και το ότι είμαστε στο επαύριο της οικονομικής κρίσης αυτά τα χρόνια, αλλά επίσης και το αυξημένο κόστος ζωής. Les employeurs grecs demandent des formes de travail plus flexibles. Ils affirment qu'ils ne trouvent pas de travailleurs et que les postes vacants mettent en péril la viabilité des entreprises. Le taux de chômage en Grèce est tombé à 8,3%, son niveau le plus bas depuis 17 ans. Toutefois, le salaire moyen en Grèce reste inférieur de près de moitié au salaire moyen européen, selon des données récentes de l'Institut du travail de la Confédération générale des travailleurs de Grèce.